Sunderlight Productions. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel, j'arrive plus à m'appeler Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et on est très heureux en plus de vous retrouver en version audio sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. Et il y a certains épisodes qui sont diffusés en version filmée sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube Clapement 5 Podcast. Voici aujourd'hui les clapeurs gladiateurs qui vont s'affronter au cours d'un fight club qui va sûrement faire des blessés. Tout d'abord, nous retrouvons notre clapeuse productrice qui, quand elle était enfant, s'amusait à arracher les ailes des mouches et les pattes des insectes. Voilà pourquoi elle est une sérieuse concurrente, c'est Elsa Morel. Alors, ça me faisait peur les mouches quand j'étais petite. Du coup, bon. J'ai tenté de la présenter en version badass et elle fait bah alors moi j'avais peur des mouches. Voilà, mais j'assume mon image, tu vois. C'est Moi, plus enfant de film d'horreur. Hein. Oui, c'est sûr. Avec elle, nous retrouvons un clapeur journaliste, son éloquence et son point pour faire ce fight club, son point fort pour faire ce fight club. Mais faut pas qu'il se repose dessus, sinon il risque de perdre. Putain, j'ai pas du tout réussi. Je refais. C'était très mal écrit ce truc. Avec elle, nous retrouvons un clapeur journaliste, son éloquence est donc son point fort pour ce fight club, mais il faut pas qu'il se repose sur ses lauriers, sinon il risque de perdre ce combat, c'est Gabriel Thibault. Tu me flattes, mais j'aime bien. Eh bah oui, Bonjour. toujours, écoute. Elsa, c'est les insectes, c'est les oreilles, c'est les... ça me faisait peur. Et finalement, nous retrouvons un clapeur qui est responsable marketing. Saura-t-il marketer ses points auprès des autres clapeurs? C'est Michael Godefroy. Je vais essayer, bonsoir. Ça va la forme, tout le monde va bien? En Timbre de forme. voix. Aujourd'hui, il est l'heure du Fight Club, un épisode dans lequel on va opposer deux films cultes. Et aujourd'hui, ce sera 1917, le film réalisé par Sam Mendes, sorti cette année, en 2020, contre Dunkerque de Christopher Nolan, sorti en 2017. On va parler d'abord de 1917, on va voir ses points faibles et ses points forts et ses points faibles. Et en continuant avec Dunkerque, on fera la même. Et à la fin seulement, je demanderai à tous nos clapeurs pour quel team ils sont, quel film ils préfèrent. Est-ce que c'est plutôt 1917 ou plutôt Dunkerque? On va commencer avec Gabriel qui va nous parler de 1917. Eh ben, il y a énormément de choses à en dire de 1917 et il me restera en premier des images d'une splendeur qui me laisse encore complètement pantois. Enfin, quand on voit par exemple la séquence où le protagoniste essaie de fuir l'armée. C'est l'armée allemande. Essaie de fuir l'armée allemande de nuit et que justement il court dans cette ville éclairée uniquement par le feu des bombes. C'est une image qui est folle. Ou même quand il tombe dans la rivière et qu'il finit par se raccrocher en montant par-dessus les cadavres en se dirigeant vers un arbre en fleurs. Enfin, c'est d'une beauté bouleversante. Et puis surtout, j'imagine que l'autre chose qu'il faut aborder quand on parle de 1917, c'est ce plan séquence, alors plan séquenceur parfois truqué, il faut le dire, mais qui donne un sentiment d'imminence qui est vraiment très lourd, très prenant, et enfin vraiment, moi je suis complètement soufflé par le spectacle. Et je trouve d'ailleurs que c'est ce qui va relier les deux films qu'on traite, puisque 1917, il y a ce traitement du plan séquence, un plan qui raconte un film, et Dunkerque, il y a cette temporalité-là, cette triple, trois temporalités entre ce qui se passe sur un jour, ce qui se passe sur une semaine, et ce qui se passe sur une heure. Donc c'est là-dessus que joue Nolan, et contre donc ce plan séquence qui relie d'une façon très différente deux films qui sont assez différents. Qui parlent d'imminence de façon différente. Voilà, c'est ça, exactement, Elsa. Moi, ce que j'apprécie le plus dans ce film, c'est vraiment sa prouesse technique, comme tu le dis, avec ce plan séquence, et surtout cette photographie de Roger Deakins qui est absolument magnifique. C'est un grisâtre qui nous laisse... ce ton de la guerre, quoi, c'est ce ton froid qui pèse tout le long du film, et ce plan séquence permet d'être en immersion totale avec ce personnage qu'on suit soit de près soit de loin, mais toujours on est dans cette immersion vraiment de la guerre, et ce qui rejoint aussi les deux films, c'est cette volonté de nous immerger. Bah, l'immersion, ça en tout cas cette immersion, quoi. Cette immersion, et vraiment, et 1917, je trouve que l'acteur principal est incroyable dans la transparence de ses émotions et dans le physique aussi. Il y a Michael qui veut réagir, ouais. Alors la force de 1917, c'est rigolez pas, c'est le pitch
qui est assez simple. Donc ça, c'est une des grosses forces. Le pitch est simple et après, on se laisse embarquer par les personnages. Et en fait, la force du film, c'est que le danger est constant. Pour les deux personnages, on est dans une guerre, ils traversent tout le pays et on les suit et on est en danger avec eux en fait. La manière de filmer, que ce soit en plan séquence, que ce soit en plan rapproché ou quoi que ce soit, on est en danger constant avec eux et c'est une manière de filmer qu'on voit rarement et quand il leur arrive des péripéties, on les vit avec eux. Et c'est quelque chose quand même d'assez original. C'est la grosse force du film. Et au-delà des images qui sont assez incroyables avec le plan séquence de fin, il y a aussi un peu de poésie qu'on voit à toute fin où il y a les soldats qui sont en train de chanter. Et lui, il arrive au milieu de tous ces soldats-là qui sont vraiment en train de vivre quelque chose de fort juste avant d'aller au combat. Donc c'est un mélange de poésie, de terreur pure et qui nous poursuit tout le long du film. Moi, je rejoins un peu ce que vous avez dit, notamment Elsa et Gabriel. Je trouve qu'effectivement, c'est la mise en scène, ce choix du plan séquence qu'on peut reprocher, parce qu'effectivement, c'est tout de suite, on sait que le film va être assez impressionnant si on le fait en plan séquence. Ça peut être un peu comment dire, un peu superficiel comme choix, et pourtant ça ne l'est pas, parce que on est dans cette immersion-là, qu'on retrouve de façon très différente dans Dunkerque. Mais là, c'est une immersion, on suit vraiment ces personnages-là dans des situations tout à fait incroyable et aussi la force, tu l'as cité, Roger Deakins, le chef opérateur qui fait des images incroyables alors que le plan séquence c'est quand même pas le choix de mise en scène le plus évident pour ça et il y a cette immersion avec, tu le disais Michael, un pitch de départ qui est assez simple en fait, qui est juste aller envoyer un message ailleurs dans un autre camp, mais on suit toute ces péripéties avec brio et je pense que c'est pour ça que ce film a eu autant de succès aussi, Elsa. Et l'immersion, elle est due aussi à la direction artistique, enfin la représentation des tranchées, les costumes, tout est dans le détail, c'est assez incroyable, on s'y croirait vraiment quoi. Il y a des plans incroyables, le plan où il traverse les tranchées, où il monte sur le No Man's Land, c'est ça, et il y a les explosions et il passe et à un moment c'est très drôle ça parce qu'il se prend un soldat adverse et il tombe et c'était pas prévu en fait, mais il a continué la prise, il se relève et la caméra le suit et on voit que le réalisateur, vraiment Sam Mendes, a réussi à s'adapter à suivre cette improvisation, ce qui se passait, l'imprévu quoi. Il a suivi l'imprévu pour filmer cette guerre quoi, qui est faite d'imprévu en fait et c'est ça qui je pense qui est aussi la beauté de 1917. Mais après on va aussi parler un peu des défauts de ce film là et moi je trouve qu'il y a quand même quelques défauts à 1917, notamment le fait que je trouve que justement on atteint la limite de ce choix du plan séquence dans les péripéties, parce qu'on sent que le réalisateur il se dit faut pas quand même que je fasse chier mes spectateurs, il faut toujours qu'il se passe quelque chose. Et alors du coup on a un enchaînement, il y a des péripéties qui sont très bien mais on a des péripéties qui sont là un peu pour faire passer le temps, un peu pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il soit pas juste en train de marcher. À un moment il entre dans un camion, tout ça, ça marche à peine, mince, le camion s'enfonce dans la boue, bon bah alors je vais trouver autre chose. Et j'ai l'impression qu'il y a un enchaînement qui fait que c'est un peu lourd. Pareil, tu citais la séquence où il tombe dans la rivière, donc bien sûr filmer ça en plan séquence c'est très fort, mais en même temps ça arrive vers la fin du film, j'ai l'impression que ça fait une péripétie de plus pour qu'il avance sans marcher. J'ai l'impression que c'est un peu la limite de ce choix là, Gabriel. Moi, je trouve que ta réflexion est très intéressante. Effectivement, comme tu dis, il y a un exercice qui consiste à essayer de tout le temps montrer quelque chose pour pas forcément qu'on s'ennuie devant le spectacle. Pas qu'ils soient en train de marcher, quoi. Mais moi, je pense que c'est... alors, à part la scène du camion, où là, je suis complètement d'accord avec toi. Mais tu sinon, me plus sois. Lance, je te plus sois, mais même j'adhère à ton propos. On pourrait le dire de mille façons, ce serait jamais assez. Mais l'intérêt de ces péripéties, je trouve, c'est que entre guillemets, on voit, je trouve que ça participe au réalisme de la guerre, parce que effectivement, moi je ne suis pas surpris qu'il y ait des tas d'embûches qui se posent sur le chemin de cet homme, alors qu'il porte effectivement un message jusqu'à une zone de guerre et puis en plein champ de bataille. Donc l'un dans l'autre, moi les péripéties successives que rencontrent les personnages, moi je les comprends tout à fait et je suis pas entre guillemets, je me sens pas floué par le processus. Et l'autre chose, c'est que même si le film maintient un rythme de péripéties, il réussit quand même à varier ses rythmes. Genre par exemple la découverte de la maison vide juste avant que l'avion tombe, scène magnifique d'ailleurs la scène de l'avion, hein. Mais juste avant le temps ralenti, ou quand il sort du bunker allemand
et qu'ils sortent et qu'ils sont couverts de poudre calcaire et qu'ils marchent lentement aussi, il y a un ralentissement du tempo. Donc quelque part, le film réussit quand même à modeler son rythme malgré un exercice technique qui n'est pas évident. Elsa. Moi, je trouve que le défaut du film tient de sa promesse du plan séquence. Je m'explique. Le plan séquence, je l'aimais bien pour l'aspect technique, mais c'est aussi pour montrer l'immersion de ce soldat à la guerre. Or, ils sont censés marcher, dans le film c'est précisé qu'ils sont censés marcher beaucoup de kilomètres, et quand on regarde le film et le temps qu'il y a, c'est impossible qu'ils aient marché tous ces kilomètres à ce moment-là. Et je trouve que ça, pour moi, ça m'a sorti un peu du film, et je me suis dit mince, il y a un côté irréaliste à ce qu'il veut présenter. C'est-à-dire que moi, c'est la promesse du plan séquence et le fait qu'on est... Moi, je me suis dit, ça serait trop cool qu'on le suive vraiment sur chaque kilomètre durant le film. Et il n'y a pas ça, et du coup ça m'a gêné. J'ai l'impression que c'est presque un espèce de mensonge qui a été tourné pour présenter le film. Oui, pour que ça tienne quoi, un peu. Ouais. D'accord, ok, c'est intéressant. Michael, sur les défauts du film. Alors on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais les personnages tout simplement, ils sont deux jusqu'ici. Alors c'est à la fois une qualité et un défaut parce que quand on rentre dans le film, on les présente pas bien ces personnages-là, on les connaît pas si bien que ça. Bah, c'est le concept du plan C'est le séquence, concept. du coup on arrive en plein Exactement. immédiat stress quoi. Et je vais vous demander après, je vous poser la question, moi je sais pas comment vous l'avez vécu vous, mais le pari peut-être c'était justement de les humaniser très 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 vite, qu'on s'attache à eux très 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 vite, parce que je sais pas si on peut spoiler, mais il arrive quelque chose à un des deux personnages. Et, Des broutilles. des broutilles plus ou moins La graves. guerre. Et exactement, et c'est quand même compliqué. Enfin, pour moi, c'était compliqué quand même d'être impacté par ce qui se passe, d'être ému par ce qui se passe. Et c'était un peu le pari aussi du film, parce que c'est-à-dire qu'on suit deux personnages, mais le but c'est de les aimer quand même, ces personnages-là, tout en sachant que ce ne sont pas deux stars. Oui, parce qu'il faut le dire, parce que quand on a une star quand même au cast. Ça rajoute un petit cachet. Bah, là, les stars sont en second rôle. Il y a Benedict Cumberbatch. Il y a 2 minutes. Oui, il y a Richard Madsen. Madden. Richard Madden, le tout frère, à fait, qui est très très bon dans le film d'ailleurs. L'acteur principal, juste pour donner les noms, c'est George Mackey justement. Et dans les rôles secondaires, on citait Benedict Cumberbatch. Il y a Mark Strong aussi, Andrew Scott, Colin Firth qu'on n'a pas cité. Et justement, je voulais voir avec vous, parce qu'en arrivant à la fin du film, où le personnage retrouve un autre personnage là, est-ce que ça vous a ému? Parce que c'était le but un peu de ça, au lieu de en plus de l'expérience qu'il voulait nous proposer Sam Mendes, c'était aussi cette épopée, la fin de cette épopée. Et pardon, c'est le mot épopée. Et voilà, est-ce que vous avez été ému en fait par ce film? Parce qu'il y avait quand même ce souhait-là. Elsa. Moi, plus que de l'émotion, j'ai senti du soulagement pour lui. C'est-à-dire que le fait qu'ils veulent pour le côté humaniser les personnages, je trouve qu'il y a un côté, on veut pas justement... Je crois que le personnage principal, d'ailleurs, n'a pas de nom jusqu'à la fin. Et du coup, on sait pas son prénom, pardon. Et il y a un côté, je pense, de représenter les soldats de la guerre d'une manière comme si c'était des espèces d'objets ou des gens parmi d'autres qui sont à la guerre, et finalement ils sont là parce que voilà, il fallait y être. Mais il y a un côté où on veut peut-être pas les humaniser au maximum pour justement montrer ce côté qu'il y avait de pion quoi, de la guerre, je pense. Ouais, c'est intéressant comme point de vue. Michael. Justement, est-ce que tu aimerais re-regarder ce film-là avec des personnages où, selon toi en tout cas, on n'essaye pas spécialement de les humaniser, mais juste pour voir la prouesse technique ou alors leur péripétie, mais le but c'est quand même d'aimer ces personnages-là. Enfin, dans un film, en tout cas, je trouve un film de guerre souvent, c'est créer de l'affect. Et alors, je pense qu'on atteint les limites aussi là à ce niveau-là avec tout ce délire de plan séquence. Très bien. On va passer à 1917 maintenant, donc de Christopher Nolan sort. Dunkerque. 1918. On n'était pas sur. Non, donc Dunkerque de Christopher Nolan avec un casting incroyable. Donc Kenneth Branagh, dont le jeune dont je vais retrouver le nom tout de suite, il s'appelle Finn. Je vais retrouver. Mais et donc qui est sorti en 2017. On va commencer avec qui? Gabriel ou non? Vas-y Gabriel, parle-nous de Dunkerque. Très bien. Alors, il s'appelle, juste désolé, Fionn Whitehead, si je dis pas de bêtises. Moi je sais que, petite parenthèse sur comment je suis allé voir le film, j'y suis allé avec 2 amis et en sortant, mes 2 potes tiraient une gueule de 3 pieds de long, vraiment ils étaient dépités, ils en pouvaient plus, mais moi j'avais trouvé ça assez convaincant en fait. Moi j'ai beaucoup de sympathie pour Dunkerque, déjà parce que je respecte la volonté qu'il a eue de tourner avec des figurants, de limiter les effets numériques, etc. Et pour donner un espèce de réalisme également au film, et qui m'a plutôt convaincu. Je trouve l'idée de division en 3 séquences plutôt intéressante.
Et, Entre temporalités. entre temporalités, qui même si, s'entremêlent en fait. ouais, On même passe si intéressante, je me rends compte que ça veut pas dire grand chose, mais je trouve que c'est assez efficace parce que les parties ne mangent pas les unes sur les autres, mais on comprend les implications des unes sur les autres. Et donc du coup, il y a un lien global qui se fait, une harmonie dans le film qui aurait pu ne pas être atteinte étant donné que le film est divisé en 3. Et du coup, je suis plutôt convaincu par Dunkerque. Et Elsa qui veut réagir. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Dunkerque, c'est l'expérience sensorielle. C'est-à-dire que Christopher Nolan veut vraiment créer une expérience sensorielle et c'est pour ça que beaucoup de gens se sont plaints, oui, mais il n'y a pas de vrai scénario finalement dans Dunkerque. Mais je pense qu'au-delà de ça, il veut vraiment faire vivre des émotions aux spectateurs. Et moi, je me souviens d'un très, très gros travail au niveau du son. C'est-à-dire que le son était incroyable. Cette guerre-là qui nous... Ça nous pétait à la gueule, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça... T'as vraiment l'impression d'y être. Et du coup, à tout moment, on a l'impression que ce héros-là que l'on suit peut aussi se faire tirer dessus. Ça rejoint un peu 1917, je trouve, dans l'immersion de la guerre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une fragmentation non seulement du temps, mais aussi de l'espace. C'est-à-dire que, si je me trompe pas, on parle des airs, de l'eau et de la terre. Exactement. Et ça montre que la guerre arrive de partout. Donc ça, vraiment, ça amplifie le fait qu'on est en immersion dans ce film. Michael. Alors, je te rejoins sur plein de points, effectivement. Alors, je sais plus quelle année tu m'as dit qu'il était sorti. 2017. Honnêtement, c'était la plus grosse claque que j'ai pris au cinéma cette année-là. Pas par le scénario, donc c'est vrai qu'on en parlera peut-être plus tard dans les points négatifs, mais effectivement, visuellement ou niveau son, c'était excellent, c'était incroyable. J'ai vraiment pris mon pied, on peut le dire. Après... C'est ce que disaient les soldats amputés aussi. C'est beaucoup. Comment il a pu dire ça? Vas-y, Michael. Alors, par contre, dans les défauts, le premier défaut que j'ai vu en commençant le film, c'était justement les temporalités. C'est pas un truc qui m'a plu directement. Moi, ça m'a perdu, en tout cas les premières minutes. Après, je me suis retrouvé, bien sûr, mais le côté où on passe d'un personnage à l'autre très rapidement sur des séquences souvent très très jolies. Mais malheureusement, quand je revenais sur la personne, j'étais pas par exemple sur comment il s'appelle Tom Hardy. Par exemple, j'étais pas avec lui. C'était beau ce que je voyais, mais j'étais pas voilà, on parlait de l'affect tout à l'heure sur 1917, j'étais pas avec les personnages. À part le personnage principal joué par Fionn Whitehead, j'étais pas avec eux du tout et c'est à cause souvent des temporalités. Alors, effectivement, ça raconte l'histoire d'une manière assez nouvelle, assez novatrice, assez originale. C'était intéressant de voir voilà cet événement fragmenté dans différentes périodes, mais j'étais pas super investi avec les personnages au moment des actions. Voilà. Gabriel, tu voulais réagir? Alors moi j'ai 2 points sur lesquels je voudrais réagir à ce que tu viens de dire, Mickaël. Le premier, c'est rapidement sur la question du scénario. Moi je trouve que quelque part un scénario qui réussit à véhiculer autant d'angoisse et entre guillemets une telle pression, le fait qu'on soit constamment presque sur une chaise électrique quand on regarde le film, tellement est-ce qu'on est tellement étendu, tellement on est crispé, ça montre une certaine efficacité d'écriture. Il n'y a pas forcément besoin que le scénario soit extrêmement complexe pour qu'il soit efficace, et je pense que de ce côté-là, c'est réussi. Donc je pense que la critique Dunkerque a un mauvais scénario, je suis même pas tout à fait d'accord en général. Oui, moi, je suis pas d'accord aussi là-dessus. Après, le second truc, c'est que tu as dit que tu trouvais très beau les scènes avec Tom Hardy. Moi, je reprocherais à ce film un ton gris qui, moi, personnellement, m'a un peu laissé en dehors. Il y a vraiment une grisaille qui n'a rien à voir avec les explosions de couleurs que pouvait atteindre 1917. Et l'autre chose, c'est que je trouve extrêmement difficile de rendre intéressantes des scènes d'avion, et je trouve que Christopher Nolan n'a pas réussi. C'est-à-dire que les parties sur la mer, je les aime beaucoup, les parties sur terre, je les aime beaucoup également, mais par contre, les parties en vol, je suis resté très extérieur, parce que je trouve que la façon justement de filmer à l'intérieur du cockpit, ça... entre guillemets, ça transmet avec beaucoup de difficulté l'imminence. Tu parles c'est intéressant, tu parles des plans à l'intérieur, mais du coup tu parles pas des plans à l'extérieur, parce que pour le coup les plans à l'extérieur, je suis d'accord avec toi, je te rejoins quand c'est filmé à l'intérieur, surtout que c'est pas évident de discerner exactement sur quel pilote on est, sur quel avion, c'est pas le plus évident, mais par contre il y a des plans à l'extérieur, je vois un cadre par exemple avec 2 avions, il y en a un qui part dans un sens, l'autre dans l'autre, il y a une maestria effectivement, le ballet aérien le ballet aérien a beaucoup d'allure. Là, je te reçois tout à fait. C'est juste que les plans intérieurs de cockpit, moi j'ai beaucoup de mal à trouver ça fascinant. Ça, je comprends. Mais pour revenir à ce que tu disais autour du scénario, je trouve que je suis d'accord avec toi et pas d'accord donc avec Michael, parce que je trouve qu'en fait c'est ce qu'on reproche très facilement à ce film-là, parce qu'on veut de la narration, et c'est un film qui ne se veut pas narratif, c'est une expérience immersive Dunkerque. Il veut
c'est un film qui veut faire vivre, et d'une toute autre façon que 1917, qui veut faire vivre à ses spectateurs l'horreur de la guerre, et par plusieurs points de vue. Par le point de vue de ceux qui vont passer une semaine sur une plage, ceux qui vont passer une journée en mer, et ceux qui vont passer 1 heure dans le ciel. Et je trouve que justement, heureusement qu'il n'y a pas une séquence où le personnage doit aller, je sais pas, justement, heureusement qu'il n'y a pas une narration, l'objectif du personnage c'est de retourner de l'autre côté pour aller voir sa mère qui est mourante. Heureusement qu'il n'y a pas un scénario, des objectifs très définis, très classiques finalement. Parce que Nolan arrive à raconter toute une histoire, arrive à faire un film d'1h30, de 2 heures, sur justement juste des soldats, et comme ça l'a été dans cette opération à Dunkerque, des soldats qui veulent juste rentrer chez eux, qui veulent juste fuir l'horreur de la guerre. Et cette horreur de la guerre, elle est constante dans le film, avec cette menace, avec ces avions. On ne sait pas si c'est les avions allemands, si c'est les avions au contraire les alliés ou pas, et avec ces soldats qui entourent la ville. On sent Dunkerque, la plage est vraiment prise en étau, quoi. On sent qu'ils sont en train d'asphyxier. Moi je trouve que heureusement que ça suffit, le fait de raconter juste ce qui s'est passé là, ça suffit à faire un film et à raconter une expérience vraiment immersive, plutôt qu'avoir besoin en plus de dire bah tiens, Gérard doit retrouver maman parce qu'elle est malade, quoi. Elsa? Moi, je trouve qu'effectivement, c'est un scénario adapté à son médium de diffusion, mais du coup, je me demande si c'est pas la limite un peu du film. C'est-à-dire que, est-ce que c'est finalement pas un film qui est adapté juste au cinéma? C'est-à-dire que les gens pourront plus tard le regarder sur leur télévision, leur ordinateur. Je te rejoins, je pense que c'est plus un film qui va mal vieillir sur ce point de vue-là, je dirais. Et je pense que... Au cinéma, je pense pas, mais peut-être effectivement le fait de le voir chez soi après, c'est peut-être moins fort, parce que tu le disais, il y a un travail de son qui est phénoménal, et chez soi, bon, faut vraiment avoir un matos incroyable pour bien profiter de l'expérience sonore. Donc moi, c'est vraiment la limite que je me demande, parce qu'un film c'est fait pour vivre au travers du temps aussi, au travers des différents médiums, et là je me demande si c'est pas sa limite. Et la deuxième, juste comme ça, moi je pourrais comparer à 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est aujourd'hui, qui quand même a vieilli, c'est un chef-d'œuvre toujours, mais pareil à sa sortie, j'imagine que tu aurais dit la même chose, parce que c'est vraiment un film de cinéma 2001, et on retrouve un peu cette idée-là, un film qui repose pas sur son scénario tellement, et qui repose sur une expérience qu'on propose aux spectateurs. Mais c'est aussi c'est des films de cinéma effectivement 2001, et pourtant il a bien vieilli aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Oui, donc c'est une piste, je sais pas, mais et là, une deuxième chose qui est le fait que je sais que Dunkerque avait des problèmes de budget, ils ont pas réussi à obtenir tout le budget qu'ils voulaient, et ça s'est vu sur certains plans, notamment le plan de fin où on voit des immeubles un peu de Dunkerque, la ville de Dunkerque, qui sont pas tout à fait et ça, alors ça c'est pas tellement de leur faute, mais du coup si je dois reprocher ça, c'est peut-être dans les défauts que tu aurais. Michael, des défauts pour Dunkerque peut-être? Effectivement, pour rejoindre ce que tu disais, je suis pas sûr, et d'ailleurs certaines personnes se sont plaintes du film post-sortie ciné, si je puis dire, qui n'ont pas du tout accroché au film parce qu'ils l'avaient vu chez eux. Alors on peut appliquer ça sur Interstellar ou d'autres films, bien entendu, mais que effectivement l'expérience salle, je pense, et je l'ai pas revu moi chez moi, je pense que là elle est pas remplaçable, elle peut pas être remplacée à la maison, et on vit pas la même expérience, et peut-être que chez soi, en voyant le film tranquillement chez soi, peut-être que c'est beaucoup plus plat. Et c'est ce que certaines personnes reprochaient au film quand il y a eu déjà des comparaisons sur 1917, mais ça peut être la même chose d'ailleurs sur 1917, ça peut être totalement moi je pense fait. aussi que 1917 est un peu moins intéressant chez soi, mais je pense qu'il a moins vu qu'il y a une narration en fait, c'est ça, vu qu'il y a une petite narration, c'est peut-être ce qui tient un peu plus en haleine chez soi. Mais juste quand même, je voulais revenir sur ce que tu disais, où il n'y avait pas de scénario, alors peut-être que je vais me contredire, c'est pas grave, mais on est là pour débattre. Il y a quand même des enjeux qui évoluent quand même dans le film. C'est-à-dire que même sur chaque temporalité, il y a des objectifs au personnage. Oui, c'est ça. Je l'ai dit, c'est retourner chez eux en fait. Oui, retourner chez eux, mais à un moment c'était par exemple Kenneth Branagh qui devait trancher si un bateau devait partir ou pas, etc. Après, bien sûr, Tom Hardy devait aller à une position spécifique. Oui, et je crois il y a un troisième personnage où c'est. Oui, mais il y en a, bien sûr, voilà. C'est ce qui se passe. Il y a des enjeux qui évoluent, quoi. Quand même, c'est pas non plus linéaire. Oui, mais c'est toi qui disais qu'il n'y avait pas de scénario. En fait, c'est là-dessus que je répondais en disant que justement c'est une expérience où on voit ce qu'ils ont vécu, et donc bien sûr qu'il y a plein de séquences avec des enjeux. L'enjeu c'est de sortir du bateau, l'enjeu c'est de réussir à survivre malgré l'attaque, le film n'est fait que de ça, mais il n'y a pas une trame directrice à part celle de juste fuir la ville de Dunkerque. C'est ça. Gabriel? Alors je vais juste être un peu sournois. Et juste, j'avais rongé mon frein tout à l'heure sur 1917 parce qu'on parlait du développement des personnages. Et je trouve que, et c'est un défaut de Dunkerque, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui sont présentés dans Dunkerque.
Et leur manque de développement ici me pose problème. Là où en 1917, le fait que effectivement les personnages n'étaient pas extrêmement poussés, le fait qu'il était solitaire, ça donnait, je trouve, plus d'attache pour qu'on puisse faire une empathie avec lui. Là, je trouve que certes, il y a une volonté entre guillemets de nous montrer le soldat et donc quelque part de montrer en quoi est-ce qu'il est déshumanisé, et juste un sentiment d'urgence et juste une peur. Notamment pour les soldats de terre, mais je trouve que ça manque quand même, on manque quand même d'accroche, et j'ai eu du mal à me projeter dans la douleur de ces différents personnages, d'autant plus que si la narration tripartite est harmonieuse dans ses liens les unes avec les autres, elle empêche également de développer suffisamment, à mon sens, les différents personnages qui apparaissent dans cette galerie, je trouve. D'accord, non, c'est intéressant comme point de vue. Eh bien, je vous propose maintenant quelques chiffres un peu pour avoir un avis un peu plus objectif pour comparer ces deux films. En ce qui concerne 1917, il a fait 2 millions d'entrées en France, 2 200 000 précisément, et a rapporté 383 millions de dollars au box-office américain, alors que Dunkerque a fait 2 500 000, donc légèrement mieux que 1917, et a rapporté 525 millions de dollars au box-office mondial, donc pour le coup, quand même beaucoup mieux que 1917. Après, rappelons que 1917, justement, est sorti comme fin décembre aux États-Unis, début janvier 2020, donc juste avant la crise du coronavirus. Donc il a pu être un peu, il aurait peut-être pu faire encore mieux sans ce coronavirus. Donc voilà, on ne sait pas vraiment, mais a priori il y a quand même une préférence du côté de Dunkerque au niveau des entrées, de ce qu'il a rapporté au box-office. En ce qui concerne les notes sur Allociné, la note de la presse est de 4,2 sur 5 pour 1917 et de 4,1 sur 5 pour Dunkerque. C'est serré, mais léger avantage pour donc c'est pour la moyenne des notes de la presse, pour léger avantage pour 1917, et la note publique 4,4 sur 5 pour 1917 et 3,9 sur 5 seulement pour Dunkerque. Donc pour le coup c'est plutôt un avantage pour 1917. Et on termine avec les Oscars, et c'est marrant, ils ont tous les deux 3 Oscars, mais des Oscars différents. 1917 a 3 Oscars dont l'Oscar de la meilleure photo, et Dunkerque a 3 Oscars dont l'Oscar du meilleur montage. C'est souvent plutôt des Oscars du côté technique de ces films là pour récompenser tout l'aspect technique. Voilà, je vais vous demander quel est votre choix. Est-ce que vous êtes plutôt team 1917 ou team Dunkerque? Il va falloir choisir, il va falloir trancher, comme on disait justement pendant la guerre. On commence avec Gabriel. Beaucoup de blagues sur les mutilés. Ouais, c'est vraiment non, plus sérieusement, moi je suis séduit et je suis complètement fasciné par la beauté visuelle et la richesse d'explosion de couleurs qu'on trouve dans 1917, et je reproche vraiment à Dunkerque une imagerie que je trouve globalement terne, et donc pour l'explosion de couleurs et les images très fortes qui resteront gravées dans ma mémoire quand j'ai regardé 1917, je soutiens complètement le film de Sam Mendes. C'est donc 1917 pour Gabriel. Michael. Alors là, moi, je vais être beaucoup plus simple dans ma tranchée, on va dire. Très bien. Je vais prendre mes 2 expériences cinéma et qui ont été, on va dire, différentes. Et pour Dunkerque, c'était vraiment beaucoup plus immersif. Ça m'a vraiment plus touché niveau sonore, niveau image, même si elles sont, c'est vrai, très grises. Et je vais quand même du coup pencher vers Dunkerque, qui m'a beaucoup plus marqué que 1917, le jour J. Voilà. Ah, donc on a un partout pour l'instant, 1 point pour Dunkerque, 1 point pour 1917. Elsa, est-ce que tu vas faire balancer ? Sûrement. Eh bien, moi, comme Gabriel, je vais choisir 1917 pour l'immersion qui m'a vraiment happée et le fait que j'ai encore ces images du film, en fait, parce que Dunkerque, j'ai un peu oublié, il n'y a pas d'image marquante, en fait, comme tu dis, pour moi. Donc voilà, pour moi, ça sera 1917. Très bien, moi je vais choisir plutôt Dunkerque. Alors je sais qu'on me reproche souvent de trop aimer Christopher Nolan, mais pour le coup je reconnais que c'est pas son meilleur, mais c'est pas seulement pour ça, c'est parce que je trouve que 1917 est super, vraiment un très bon film, mais après il y a toujours le côté un petit peu tape à l'œil quand même du plan séquence qui tout de suite montre les qualités de ce film là, et je trouve que Dunkerque a un mode de fonctionnement très différent et qui est beaucoup plus complexe, notamment pour les spectateurs. C'est vraiment une expérience immersive mais autrement, et je trouve que justement il a sans le plan séquence qui est un peu la façon habituelle pour créer une immersion dans les films, avec le montage, avec cette gestion de la temporalité et quasiment sans scénario, Nolan il a réussi à faire un film qui est bouleversant et qui est immersif, et ça c'est pour ça que je pencherai plutôt du côté de Dunkerque. Et donc c'est une égalité, encore une fois égalité, 2 partout, 2 pour 1917, 2 pour Dunkerque.
Dunkerque. Et c'est donc aux auditeurs c'est les auditeurs qui vont trancher entre les deux films. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Facebook, Instagram et Twitter avec le @clap5 si vous êtes plutôt team Dunkerque comme Michael et moi-même, ou plutôt team 1917 comme Elsa et Gabriel. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clappeurs. Merci aussi à Pierre-Emmanuel, Guillaume et Sunday Night Productions qui produisent Clapement 5. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à notre chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche pour découvrir tous ces nouveaux épisodes. Rendez-vous mardi pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.